Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. La lutte contre le réchauffement climatique se joue aussi à l'école. Depuis 2020, tous les collèges et les lycées ont dans l'obligation d'élire des éco-délégués. Alors, en quoi ça consiste? On posera la question aux principaux concernés puisqu'on reçoit 2 lycéens éco-délégués dans le grand JT. Ce sera dans un instant. En deuxième partie d'émission, on zoome sur le podcast Créer son école, c'est mon histoire, qui raconte le parcours de femmes et d'hommes qui ont décidé de créer leur propre établissement scolaire. Enfin, ce sera l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit la danseuse et chorégraphe Katrina Patchett. Mais tout de suite, c'est place à l'actualité en bref avec Guillaume Bian. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter ce journal, un constat inquiétant chez les professeurs. Un tiers d'entre eux ne trouvent plus de sens à leur mission. Soit 5 points de moins que l'an dernier, c'est ce que révèle le baromètre 2023 du syndicat UNSA qui s'est attardé sur l'esprit des enseignants et ce désarroi touche également un médecin scolaire sur 2, 44% des enseignants du secondaire et 32% du primaire. Autre évolution marquante mise en avant par ce sondage, le sentiment de reconnaissance et le respect du métier. 7 professeurs sur 10 affirment en manquer et 9 enseignants sur 10 se disent en désaccord avec les choix politiques pris par l'éducation nationale. Selon le 3 axes sont à améliorer: le pouvoir d'achat, la charge de travail et leurs perspectives de carrière. Retenez par ailleurs que seulement 19% des enseignants conseilleraient leur métier à un jeune, 2 fois moins qu'en 2016. Alors malgré tout, une bonne nouvelle, 9 enseignants sur 10 aiment leur profession, 3/4 des sondés sont même heureux de l'exercer. Le stress monte pour les élèves de terminale, J-1 avant les premiers résultats d'admission sur Parcoursup. 917 000 jeunes sont concernés. Il faudra se connecter à 19h pour toutes celles et ceux qui ont formulé au moins un vœu sur la plateforme. Et à ce moment-là, les réponses tomberont et plusieurs possibilités s'offrent aux candidats. Le premier cas, des réponses positives. Il vaut donc accepter celles qu'il préfère et renoncer aux autres, ce qui va libérer de la place sur les listes d'attente. Le deuxième cas, le candidat n'a reçu aucune réponse positive, seulement des oui en attente. Alors pas de panique à ce moment-là, il convient tout simplement d'attendre que des places se libèrent par le jeu des renoncements des autres candidats et d'accepter ou non les offres qui vont tomber. Et puis le troisième cas, le candidat n'a reçu que des réponses négatives. Et bien la phase complémentaire va débuter le 15 juin prochain, ce qui permettra de formuler de nouveaux vœux dans les formations disposant bien sûr de places disponibles. À l'occasion de la journée sans tabac, Santé publique France publie son étude sur le tabagisme pour l'année 2022. Le nombre de fumeurs se maintient à un niveau élevé en France. Et on dénombre près de 12 millions de fumeurs quotidiens chez la tranche d'âge 18-75 ans. Les données qui montrent qu'il y a de plus en plus de fumeurs chez les personnes sans diplôme que chez les personnes qui ont fait des études supérieures. Et chaque année, environ 200 000 jeunes commencent à fumer en France avec un âge d'initiation qui est d'environ 13-14 ans. Un lycéen sur 2 déclare avoir expérimenté le tabac et chez les jeunes âgés de 17 ans, plus d'un quart de ces derniers sont des fumeurs quotidiens. Alors selon Santé publique France, le stress lié à la crise du Covid pourrait avoir eu un impact sur la hausse du tabagisme en France. Ce dimanche, rendez-vous sur les Champs-Élysées à Paris, car le comité de la plus belle avenue du monde, en tout cas une des plus belles avenues du monde, organise la plus grande dictée du monde, la dictée géante. Effectivement, et l'objectif affiché est très simple: battre le record du monde de la plus grande dictée. 40 000 personnes se sont inscrites pour un total de 5 000 places. Et pour l'événement, les 3 lectures seront assurées par l'autrice Catherine Pancol, le journaliste littéraire Augustin Trapenard et Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge des sports. Par ailleurs, l'auteur et journaliste Rachid Santaki, habitué de l'organisation des dictées géantes, sera lui le maître de cérémonie. Alors au total, 3 dictées de 20 minutes dans une salle de classe hors norme, 6600 mètres carrés entre le métro Georges V et les abords de l'Arc de Triomphe. Pour l'occasion, des pupitres ou encore des estrades et un tableau noir sera installé sur les Champs-Élysées. Pour terminer ce journal, nous vous emmenons dans le Bas-Rhin où un collectif se mobilise face à l'absence des professeurs. Le collectif 67 qui regroupe 18 associations de parents d'élèves ou encore de syndicats enseignants qui a lancé
un QR code pour encourager les parents à flasher les absences des enseignants de leur enfant. Objectif, collecter les données sur ce phénomène pour ce département. Alors depuis le mois de février, 99 témoignages ont été recueillis et selon la secrétaire départementale du FSU, il n'y a même pas un remplaçant par école, 411 remplaçants pour 748 écoles. Alors les services départementaux de l'éducation nationale affirment de leur côté suivre avec attention le problème du remplacement des enseignants. Ils rappellent toutefois que 40 postes de remplaçants ont été créés en 3 ans, dont 10 en plus pour cette année. L'académie promet bien sûr de poursuivre ses efforts. Merci Guillaume. Alors quel est le rôle et surtout l'impact des éco-délégués au sein d'un établissement? C'est notre question du jour, on en parle tout de suite avec 2 lycéens. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir 2 lycéens éco-délégués. Jaléane Ortega, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes en première? C'est ça. Première générale? Première générale. Générale, dans quelle ville? À Angoulême, au lycée polyvalent de Gustave Monod. Ben voilà, on les salue. Et Jonas François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes en première aussi? Je suis également en première, oui. Oui, en dans première. quel lycée? Gustave Monod, en Angoulême. En Angoulême aussi. Vous êtes un lycée pro? Exactement. Merci tous les deux d'être là donc, pour parler justement du rôle des éco-délégués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les élections? Comment s'opèrent les élections des éco-délégués, s'il vous plaît, Jaléane? Donc, avant d'être éco-délégué, on est élu comme représentant élu au conseil de la vie lycéenne. Donc, c'est les élèves qui votent pour nous élire et qu'on rentre au bureau. Et après, on a une session vote avec seulement les délégués de chaque classe qui vont voter pour nous et nous élire éco-délégués. Dans chaque classe, il y a combien de délégués? 2? 2 délégués et 2 suppléants. Mais le vote ne revient qu'aux délégués pour le coup. D'accord. Et est-ce que vous avez été, Jonas, auparavant délégué de classe, pas éco-délégué? Effectivement, j'ai été délégué au collège. Tout a commencé au collège. Et j'ai préféré recommencer au lycée parce que ça m'a bien plu d'avoir des engagements de ce type-là. Votre engagement, c'était quoi? Défendre vos camarades de classe? C'était monter des projets? Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'idée d'être délégué? Ce qui m'a le plus plu aussi, c'est de défendre ma classe au conseil de classe. C'était une sorte de petite mission et c'était plutôt amusant de mon côté. Défendre votre classe parce que quoi? À cause des bavardages? À cause de quoi? Par rapport aux autres classes? Franchement, j'ai eu une classe où il n'y a pas eu trop de soucis. Ouais. Au collège, je remonte un petit peu. Mm-hmm. Mais par contre, si vraiment il y a eu des soucis dans une classe, là, je peux essayer D'argumenter, de défendre, c'est ça, de prendre votre bâton. de défendre et si possible, les aider. Alors, faire élire des éco-délégués est désormais obligatoire dans tous les établissements depuis 2020, et cela au collège et au lycée. Ce n'est pas encore le cas en primaire, mais enfin, on va parler quand même des éco-délégués parce qu'il y en a effectivement pour les classes de CM1 et CM2. Donc, ces élections sont-elles à distinguer, donc celles d'éco-délégués, à distinguer des élections des délégués? Oui. Jaléane, c'est quoi la différence? Un délégué, du coup, ça va être... son rôle, c'est de défendre la classe, comme le disait Jonas. Ça va être d'être... comment dire? Il va être le visage, en fait, de la classe. Donc, c'est lui qui va prendre partie prenante pour les élèves. Un éco-délégué, je dirais que c'est plus un ambassadeur ou quelqu'un qui va souhaiter porter, en fait, des missions écologiques au sein du lycée. Et puis être le visage qui va, par exemple, si quelqu'un a un projet écologique, on va aller vers lui pour le proposer. Et lui, son but, ça va être de le mettre en place avec les outils qu'il a. Donc, il est beaucoup plus proche de l'administration, par exemple. Alors qu'un délégué, il va au conseil de classe. Et au conseil de classe, il va plus aller chercher la mention pour certains élèves ou prendre le parti de quelqu'un qui a trop bavardé. Oui, je pense que c'est très différent en termes de mission. L'écologie, c'est un thème qui vous a été cher très très vite, Jonas. C'est ça, tout a commencé en 4e avec ma prof d'SVT, et qui je la remercie encore. Sur quel projet? Sur des projets des projets comme la maison d'insectes. Ouais. Et c'était plutôt amusant à voir comme le développement au fur et à mesure des années. Et vous vous êtes dit, en fait, il y a un engagement à prendre, nous, en tant que jeunes, sur la planète, sur l'engagement citoyen, et on peut le faire au sein de notre école? C'est ça, c'est ce qui m'a le plus plu. Et du coup, j'ai voulu recommencer au lycée, et le plus tard possible aussi.
Quand vous proposez en tant qu'éco-délégué, vous devez proposer quoi? C'est-à-dire une feuille de route pour l'année, un projet précis pour la classe? Comment vous vous vendez, entre guillemets, auprès de vos camarades? En tant qu'éco-délégué pour Oui. le projet, ça dépend. Souvent, on explique un petit peu ce qu'on peut faire ou l'impact qu'on peut avoir au lycée. Là, par exemple, cette année, ils ont vu un petit peu ce qu'on avait fait. Donc, il y avait un jardin naturel, notamment, qui a été mis en place. C'était un petit changement dans le décor et les gens se posaient des questions. Donc, il y en a qui viennent. Après, au lycée, on a un organisme qui s'appelle Écolo-Mono. Donc c'est pour que les élèves puissent participer aussi à la vie écologique du lycée. Et donc il y en a pas mal qui viennent pour demander s'ils peuvent faire partie intégrante de cet organisme, aider, proposer des projets et être un membre actif, en fait, tout simplement d'Écolo Mono. Alors, membre actif, effectivement, c'est vraiment le terme, parce que vous avez quand même pas mal de missions. La première des missions, c'est peut-être sensibiliser vos camarades, effectivement, à la cause écolo. Est-ce qu'on a encore besoin de les sensibiliser, Jonas? De mon point de vue, oui. Parce que l'écologie, c'est pas quelque chose qui est trop répandu dans les pensées de tout le monde. Et du coup, notre but, c'est d'essayer d'éveiller cette idée et de commencer à faire de l'écologie. Et oui, éveiller les consciences, ouais. Ouais, c'est de montrer qu'il y a des gestes simples, des alternatives ou des choses qu'on peut mettre en place sans pour autant totalement bousculer notre quotidien. Alors, un geste simple, justement, au sein de l'école, enfin du lycée. Du coup, il y a le tri à la cantine. Donc, on a différentes poubelles. Donc, on a les poubelles pour tout ce qui est déchets, plastique, mouchoirs, etc. Et puis après, on a pour la nourriture. Ou dans les classes, on a les poubelles papier aussi. C'est déjà des gestes que font les lycéens. On a une récréation qui est très propre parce que justement, les gens jettent leurs déchets parce qu'il y a des poubelles partout. Donc, une sensibilisation aussi qui dépend de l'endroit où on vit. Vous êtes tous les deux effectivement à Enghien. Alors Enghien, c'est à la fois une ville, à la fois il y a un peu plus de verdure, je dirais, que dans des grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon. Mais c'est vrai que peut-être qu'on peut distinguer aussi par rapport à un établissement qui serait en pleine ruralité, qui serait peut-être plus proche de fait de la nature et justement par nature. Est-ce que vous sentez que de votre côté, Jaléane, vos camarades ont besoin encore qu'on leur explique à quel point c'est important d'éveiller les consciences sur les défis environnementaux? Oui, je pense. Après, de plus en plus, les gens sont au courant de tout ce qui se passe en rapport avec la Terre. Ils ont des petits gestes qu'ils adaptent à la maison. Et donc, on a ces gens-là. Et puis, et ça, c'est grâce aux sensibilisations qu'il y a au collège surtout, parce qu'il y en a pas mal au collège déjà des sensibilisations quant aux gestes qu'on peut adopter au quotidien. Puis après, il y a les autres, et c'est plus, en fait, on s'en fiche, on sera plus là, il n'y a pas de souci avec ça, c'est pas grave, j'ai pas que ça à faire. Il y a deux mentalités très différentes, et il y a très rarement un juste milieu à ces mentalités quand même. Donc, oui, je pense. Peut-être dans les zones un peu plus rurales, comme vous dites, les gens sont peut-être plus sensibilisés aussi parce qu'ils sont au contact de la nature. Et c'est vrai que là, on est dans une ville qui a certes beaucoup de verdure, mais qui reste une ville... comment dire? Alors, il y a la verdure, la nature, et il y a évidemment le défi environnemental aussi pour que, par exemple, les bâtis de l'établissement soient en normes et relèvent plus, effectivement, de l'aspect écologique dont on a besoin aujourd'hui. Donc, pouvoir faire des économies, effectivement, d'énergie. Est-ce que vous en parlez aussi en classe avec à la fois vos copains et aussi avec les professeurs? J'en parle plus avec les professeurs de l'économique, puisqu'on a changé tous les éclairages avec les travaux en LED. Du coup, c'est plus économe et du coup plus économique et écologique. Puisque ça dure plus longtemps aussi. Bien sûr. Au niveau de la cantine, peut-être aussi, est-ce qu'il y a vraiment une recherche de projet qui a été faite pour pouvoir lutter? La première chose, c'est le gaspillage alimentaire. Ça, c'est surtout nos aînés, en fait, ceux qui étaient là avant nous, qui avaient mis en place du coup les poubelles de tri. Et les cuisiniers aussi avaient été sensibilisés quant aux portions qu'ils donnaient. Donc, c'est-à-dire que quand les élèves savent qu'ils ne vont pas manger beaucoup, ils servent plus ou moins. Pour les entrées, c'est les élèves qui se servent eux-mêmes, en fait. On a aussi des tables de gaspillage, donc pour les yaourts, tout ce qui s'ouvre en fait et qui n'est pas ouvert, on peut mettre dessus et le remettre après dans la cantine, étant donné que ça n'a pas été ouvert. Donc non, on a vraiment des choses. J'ai sous les yeux en fait les défis justement de ce qu'est éco-délégué qui a été proposé par le ministère de l'Éducation. C'est vraiment très intéressant. Et alors, on vous
propose effectivement plein de choses et on voit le panorama des missions de l'éco-délégué, notamment effectivement dans les diagnostics dont on parle. Donc le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets, vous le disiez à l'instant, le tri qui est fait, la biodiversité, la gestion de l'énergie, la pollution aussi de l'air. À chaque fois, est-ce que c'est un besoin permanent de rappeler à quel point, eh bien, malheureusement, on ne respire pas forcément un air suffisamment pur et qu'on aimerait pouvoir agir, mais comment? C'est compliqué à notre échelle. Personnellement, j'ai jamais fait ce genre de sensibilisation. Il y en a tellement déjà. C'est ça, c'est non. Solidarité et inégalité, ça fait partie aussi du rôle des éco-délégués. En tant qu'élu au Conseil de la Ville-Seine, on fait beaucoup ce genre de choses, la solidarité et l'égalité. On a une course solidaire qui a été organisée cette année avec une association qui s'appelle Du Côté des Femmes, donc justement pour aider les femmes battues. Et c'est les élèves qui ont couru et qui ont été parrainés et qui ont donné l'argent. Donc de ce côté-là, on fait aussi pas mal de choses. Vous pourriez imaginer aussi un projet au sein de votre établissement, Jonas, pour pouvoir récolter par exemple de l'argent pour, je sais pas moi, faire un jardin, un potager au sein de l'établissement ou quelque chose qui soit en rapport justement avec l'environnement? Ce qu'on pourrait proposer, c'est un rassemblement d'anciens vêtements que personne n'utilise. Ah oui. Au mieux de les jeter, c'est plus écologique, je trouve, et de les vendre pour récolter de l'argent et puis le réutiliser pour le bien de l'écologie. Oui, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces vêtements qui sont plus vintage, qu'on aurait porté 2 fois et qui permettent justement de faire des économies à la fois sur l'énergie dépensée pour pouvoir fabriquer ces vêtements et pour la reproduction. Est-ce que par exemple, enfin pour la production, pardon, est-ce que vous aussi, vous êtes sensible à ça, Anne Ortega? Oui, je sais que j'ai déjà été dans des friperies ou même utilisé Vinted, que ce soit pour revendre ou pour acheter. Et étonnamment, c'est très répandu chez les jeunes en fait d'aller en friperie. Bon, peut-être que c'est un effet de mode dû aux réseaux sociaux, mais c'est un bon effet de mode pour le coup. Et non, les gens sont très sensibles à Vinted. Il y a aussi un truc qui se répand en ce moment, c'est les livres de seconde main. Donc avec l'application Momox par exemple. Donc c'est des livres que les gens revendent, qu'ils ont déjà utilisés et qui sont à des prix beaucoup moins chers. Alors monter des projets, hein, vous le disiez, c'est aussi effectivement la responsabilité des éco-délégués. C'est pas toujours évident de les monter. Vous avez eu une prof d'SVT qui vous a motivé en ce sens. Est-ce qu'il y a un professeur aujourd'hui dans votre classe de première, l'un et l'autre, qui vous aide à monter un projet, qui vous pousse et qui porte cette idée? Alors ce n'est pas un professeur, pardon. C'était notre proviseur adjoint, Monsieur Tranchant, qui est parti depuis cette année. Ouais. Du coup, nous n'avons pas retrouvé de référent qui pourrait nous aider. Non, les profs mettent souvent la main à la pâte quand il y a des projets, mais c'est vrai que notre référent, qui était le proviseur adjoint, est parti cette année. Donc c'est un peu plus compliqué parce que comme il est partie intégrante de l'administration, ça nous permettait de faire des choses rapidement. Mais on espère l'année prochaine retrouver quelqu'un dans l'administration qui voudra bien nous aider à porter nos projets. En tant qu'éco-délégué, vous pouvez aussi proposer justement peut-être à certains professeurs de devenir référents. C'est ça. Est-ce que vous pensez que finalement votre génération est plus sensibilisée à cette cause que vos aînés? Je pense, oui. Du coup, vous le disiez, il y a des éco-délégués de plus en plus jeunes. Et on voit l'impact que ça a parce que les gens sont de plus en plus au courant. Et surtout, les jeunes essayent quand même de trouver pas mal d'alternatives. Du coup, là, on parlait d'événements de seconde main. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui évitent de prendre trop la voiture aussi, qui font beaucoup de trajets à pied. Il y en a beaucoup qui éteignent la lumière derrière eux quand même. Ça paraît pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Les gens en parlent. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes TikTok notamment qui parlent d'écologie, beaucoup de jeunes qui gèrent ces comptes TikTok, des associations aussi en rapport avec l'écologie, il y a des jeunes à leur tête, il y a Visage de Jeunes qui fait ça, de la sensibilisation à l'écologie, et c'est des jeunes du coup qui gèrent l'association. Non, il y a de plus en plus de gens au courant. Après, nos aînés sont au courant aussi. Je pense qu'ils sont aussi sensibilisés parce que c'est peut-être eux aussi les premiers qui nous demandent d'éteindre la lumière. Bon, peut-être dans un souci juste d'économie. D'économie, mais financière au final, pure, mais peut-être sans conscience écolo. C'est ça. Mais au final, il y a quand même un changement. Après, je pense que nos parents, du moins, sont aussi au courant. Vous avez l'impression qu'il faut convaincre vos parents, Jonas, sur l'importance, sur l'urgence climatique, du défi climatique? Mes parents sont en... Je vous en prie. Pardon. Mes parents en ont conscience de cette situation et ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent.
Oui, et les gens autour de vous, la génération au-dessus de vous et après, est-ce que vous pensez qu'ils ont une vraie conscience des défis de l'écologie? Si cette situation continue à évoluer, il y a possibilité que oui, ça continue d'augmenter au fur et à mesure des générations. Vous voulez dire que plus ça va empirer, plus ils vont avoir conscience du problème, forcément. On verra directement les conséquences, c'est sûr. C'est ça le problème. Alors l'éco-référent, c'était intéressant parce que vous parliez effectivement des réseaux sociaux et j'étais étonnée de voir que dans les missions proposées par le ministère de l'Éducation, effectivement, il y a une mission de communication et qui elle-même prône, alors que souvent on dit que les réseaux sociaux, attention, c'est une catastrophe, ça peut être un danger et tout ça. Eh bien non, ils disent communication dans le danger. Ils prônent l'affichage, les articles dans le journal, blog, réseaux sociaux du lycée. Alors spécifiquement du lycée, c'est là où c'est ma question. Oui. Est-ce qu'on reste cantonné effectivement au réseau social qui est organisé dans le lycée, ou ceux qui sont en tout cas prônés par le lycée, ou est-ce qu'on va aller au-delà? Déjà, que les gens voient ce qu'il y a sur les réseaux sociaux du lycée, c'est bien. Parce qu'ils regardent un petit peu pour avoir l'actualité du lycée. Ils tombent dessus sur les informations. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis après, ceux qui auront la volonté de s'intéresser et d'aller voir plus loin iront. Mais si déjà ils ont lu quelque chose et que ça reste dans un coin de leur tête, je pense que c'est pas mal. Après, autant bien utiliser un peu cette addiction aux réseaux sociaux, et parce que c'est bénéfique si les gens arrivent à lire des choses en rapport avec l'écologie. Après, je sais pas si cette année, sur le compte du CVL, on a mis beaucoup de choses en rapport avec l'écologie quand même. Mais je sais pas si sur les autres comptes du lycée, il y a grand-chose. Oh. Non, ok. Pas grand-chose. L'écologie, effectivement, est censée avoir fait son entrée dans les programmes scolaires. Est-ce que vous l'avez senti de votre côté, Jonas? Oui, par rapport aux récoltes qu'on a organisées, pardon. Aux récoltes qu'on a organisées par rapport, comme l'a dit Jaléane précédemment, aux récoltes, pardon pour la répétition, mais je vous en prie, des matériaux scolaires, que ce soit les manuels que nous avons pu, puisque maintenant on a les PC qui ont été fournis à l'année, au début de l'année. Les anciens PC qui ne fonctionnent plus ont été recyclés pour en donner vie à des nouveaux. Et par rapport... Est-ce que vous avez senti, en revanche, que dans, par exemple, certaines matières, j'imagine en géographie, par exemple, peut-être en EMC aussi, éducation morale et civique, je ne sais pas, ou dans d'autres matières, on inclut effectivement cette thématique de l'environnement? Alors, je crois que dans la spécialité AGGSP, notamment, il y a tout un chapitre sur l'environnement. Alors, AGGSP, ça veut dire quoi? Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Okay. Je crois qu'il y a tout un chapitre sur l'environnement. Après, c'est vrai qu'en géographie, quand on travaille du coup sur les villes, l'immigration pendulaire, etc., on parle de l'impact que ça a. Après, en EMC, ça dépend des thématiques qu'on choisit. C'est propre au professeur, l'EMC, en termes de sélection, je crois, de chapitres. J'ai pas fait l'écologie cette année, personnellement. Donc, non, je pense que c'est quand même pas mal intégré dans le... Quelle spécialité vous faites, Jonas, vous? Je n'ai pas de spécialité, étant en voie professionnelle. En voie professionnelle, oui. Il y en a. D'accord, donc en fait, vous étudiez un peu effectivement, toutes les matières. Et vous avez ressenti spécifiquement une matière qui était donc portée davantage sur l'écologie plus qu'avant? Pas forcément, puisque étant en voie professionnelle, je n'ai pas trop de matière basique, si je peux le dire comme ça. Après, si je peux partir en atelier, notre matière principale, la réutilisation des câbles, au lieu de les jeter, on peut les réutiliser pour les années suivantes. Et ça... voilà. Quel métier vous voulez faire plus tard? C'est pas du tout en rapport avec mes études. Oui, c'est ça. J'aimerais partir en audiovisuel, dans le cinéma. Dans le cinéma? Dans le cinéma. D'accord. Et vous pourriez justement inclure cette idée si importante qui est la défense de notre planète dans vos films, dans vos réalisations. Est-ce que vous verriez en fait réalisateur de films? Quel poste? Pas totalement. J'aimerais déjà, d'une première étape, essayer de devenir doubleur de films. Après, on peut toujours faire sur des films écologiques qui portent sur l'environnement. Et j'aimerais bien porter ma voix aussi sur ces films-là. Futur métier, vous savez déjà, Jaléane? Pas du tout. Je suis dans le déni pour l'instant, je n'ai aucune idée. Je suis dans le déni, j'adore. Non.
Alors, ce combat, justement, puisque c'est un combat pour nous tous, on l'a vu pendant la présidentielle, on continue de le voir tout le temps, puisqu'on en parle tout le temps, évidemment, de ce défi climatique. Est-ce que vous suivez, évidemment, les actions, souvent militantes et un peu rudes, de dernière rénovation, par exemple? Qu'est-ce que ça vous inspire, Jaléane? Ça dépend. Il y en a certaines que j'apprécie beaucoup et on voit l'effort. Et puis il y a celles, je pense que vous faites référence à quand ils jetaient des pots de peinture ou des trucs comme ça, de la nourriture sur les œuvres d'art. Ça, je suis en total désaccord parce que du coup, je vois pas trop le message derrière. Mais les belles actions comme les nettoyages de villes qu'on voit, ça, je trouve ça bien. Alors effectivement, là je parlais des dernières rénovations et ces actions, effectivement, coup de poing pour alerter, pour agacer forcément et donc faire un effet médiatique, c'est-à-dire que bloquer des autoroutes, jeter effectivement de la peinture sur les œuvres d'art, ça vous choque? Je pense que c'est un peu contre-productif sur certains points. C'est-à-dire qu'embêter les gens en bloquant la route ou juste en jetant de la nourriture, surtout la nourriture sur les peintures, je ne comprenais pas trop le message derrière. Donc il y a peut-être toute une symbolique, mais dans les faits, on doit juste jeter quelque chose sur un tableau, t'as pas de message, il n'y a pas de message en fait. Donc ça, je trouve ça contre-productif, comme je disais. Et pour ce qui est de bloquer les autoroutes, je pense qu'à part agacer les gens, on se fait remarquer, mais à part agacer les gens, je pense que ça n'apporte pas grand-chose en réalité. Petit conseil au quotidien, Jonas, pour celui ou celle qui vous suit et qui ne sait pas trop comment être écolo au quotidien. Alors pour commencer, ils peuvent commencer par trier leurs déchets. Ouais. En séparant le verre, le carton et tout ce qu'il faut. C'est mon conseil. Jaléane? Utiliser des savons solides au lieu de prendre des savons liquides qui sont dans des emballages plastiques ou aller acheter dans des épiceries un peu plus bio. Effectivement, oui. Bravo en tout cas pour votre engagement à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau du Grand JT. Merci à vous. Jaléane Ortega et Jonas François, merci tous les deux en première. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie de recevoir Anne Coffinier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur le plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'association Créer son école qui défend toutes les écoles hors contrat. Ça fait souvent débat. Le privé sous contrat, le privé hors contrat et évidemment l'école publique. Alors là, vous nous présentez un nouveau podcast qui s'intitule Créer son école, c'est mon histoire, qui raconte l'expérience de femmes et d'hommes qui ont décidé de fonder justement
justement leur propre école. Racontez-moi l'initiative, en fait, le démarrage de ce podcast. Alors, ça fait 20 ans qu'on accompagne des créateurs et des créatrices d'écoles. Et à chaque fois, moi, je suis quand même admirative et très touchée par le courage qu'il faut, la ténacité. C'est vraiment ce qu'on appelle une aventure complète. C'est pas quelque chose de très sectorisé, c'est pas technique en soi. C'est plutôt arriver à porter un projet d'une idée un peu folle, utopique, qui est j'aimerais bien, si je pouvais rêver, voilà l'école que j'aimerais. C'est un récit de vie en fait, c'est ça? Oui, c'est un récit de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce podcast, c'est tout simplement des fondateurs d'écoles qui à un moment disent il y a un besoin, soit pour moi, soit pour mon enfant, soit voilà, et qui se disent ok, je vais y aller. Alors, qu'est-ce que je fais? Et il y a une série de difficultés qu'il faut surmonter. C'est comme un parcours de haie. Et à la faveur de toutes ces difficultés, petit à petit, le projet se cristallise et eux-mêmes mûrissent à travers le fait de porter ce projet. Et ça arrive jusqu'à l'ouverture. Et ensuite, ça rencontre plus ou moins de succès, parfois un succès extraordinairement rapide, parfois plus difficile. Et donc, c'est comme une création d'entreprise, mais avec une dimension encore plus affective, encore plus utopique, encore plus... avec une dimension onirique aussi qui est très forte. Alors, on rappelle, parce qu'effectivement, monter un projet, c'est toujours compliqué. On a toujours, effectivement, l'impression d'être dans une lutte permanente. Mais on rappelle juste la différence entre privé hors contrat et privé sous contrat. Le privé hors contrat, effectivement, on n'est pas obligé de suivre les programmes, ni respecter les horaires. On peut aussi... L'État ne prend pas en charge, je crois, la rémunération des enseignants. Alors, la première chose qu'il faut dire, et qui n'est pas assez connue, c'est que quand vous créez une école, en fait, elle est obligatoirement hors contrat. C'est pas un choix. Et il faut 5 ans, c'est ça? Voilà, il faut 5 ans. Et au bout de 5 ans, l'État vous dit oui ou non. En général, il dit non parce qu'il n'a pas l'argent, et puis que c'est compliqué, et puis que si, que là. Mais en tout cas, vous êtes obligé, si vous voulez innover, si vous voulez fonder quelque chose de nouveau, c'est forcément ce cadre-là. Alors, c'est ça qui est intéressant que vous avez envie de raconter, en fait. C'est l'aventure humaine de quelqu'un qui démarre un projet, qui a envie de créer quelque chose de nouveau. Parce que dans l'éducation, on a toujours besoin de se dire à un moment, il faut de la nouveauté. Parce qu'on sent bien qu'il y a quand même un marasme. Justement, c'est bien que vous pointiez ça du doigt, parce que beaucoup d'observateurs disent ce qui est fascinant avec la France, fascinant au sens formidable, horrible, c'est que ça ne bouge pas. L'école ne bouge pas. C'est un des secteurs qui bouge le moins. Tout bouge. Il y a ChatGPT, il y a l'évolution des soft skills dans la vie, il y a l'évolution, tout bouge, la famille bouge, les mœurs bougent, tout bouge, mais l'école, elle bouge pas. Alors elle se dégrade globalement, si on regarde le niveau, si on regarde l'équité sociale, mais elle change pas dans ses modalités. Et face à ça, il y a des gens qui disent, s'il y a bien un secteur où il faut innover, c'est l'éducation. Vous les trouvez comment, justement, ces personnes? C'est eux qui viennent à vous? C'est vous qui allez vers eux? Comment ça se passe? Alors en fait, Créer son école, c'est une association qui aide au quotidien les créateurs d'écoles depuis 20 ans. Et donc en moyenne, on accompagne à peu près 200 créateurs d'écoles par an. Et l'année dernière, il y a eu 172 ouvertures. Donc si vous voulez, on est en contact d'eux tout le temps. Alors vous proposez... On choisit. C'est ça, ce fameux podcast dont on parle justement, Créer son école, c'est mon histoire. 2 épisodes sont déjà en ligne. On découvre l'histoire de Françoise et Sandra, qui ont toutes les deux fondé donc leur propre école. Et on se rend compte, en fait, à les écouter, que tout part d'un constat et d'un déclic. Oui, tout à fait. C'est 2 qui s'opèrent. Alors, si on prend le cas de Françoise Candelier, donc dans le Nord, institutrice depuis 30 ans à Ronqueville, plutôt ouvrière dans l'école publique, et au bout d'un moment, elle dit « Je pourrais tellement faire mieux avec mon expérience et mes collègues avec plus de liberté. » Et là, je la rencontre et je lui dis « Mais faites-le, je vous aide. » Alors, elle dit « Banco. » Mais comment vous l'aidez? Avec quel moyen? Aucun moyen, la technique. Et le fait de faire des conférences, le fait d'expliquer aux gens en disant voilà ce qu'on va faire. Et en fait, dans le Nord, les gens sont très entreprenants. Et du coup, ils se sont dit c'est intéressant. Et dans cette école, le cours Candelier, qu'on appelle aussi l'école du Blanc-Ménil, qui est maintenant à Croix, c'est juste à côté de Lille, eh bien, dans cette école, il y a à la fois des gens qui sont très forts, des gens qui ont des difficultés scolaires, des gens qui sont clairement pauvres avec des réductions scolaires, des gens qui viennent des grandes familles du Nord, il y a beaucoup de grandes familles dans le Nord, et il y a un mélange qui est tout à fait incroyable. Elle est arrivée, cette femme, alors elle est directrice bénévole de son école. Depuis maintenant 15 ans, elle est arrivée à créer un groupe scolaire de la maternelle à la fin du collège. Avec une poigne, avec un bon sens, c'est vraiment une femme, moi, que j'aime beaucoup, puis c'est vraiment le parler vrai, quoi. Donc un chat, c'est un chat, et un gamin qui a besoin de se développer, il est le bienvenu chez elle, quel qu'il soit. C'est la baisse de niveau qui l'a le plus frappée, Françoise? C'est surtout le n'importe quoi, l'incohérence. Josiane m'avait raconté un détail, elle m'avait dit
à midi, les enfants mangent à la cantine. En fait, ils ressortent épuisés. Épuisés de la cantine. Le bruit, en fait, donc l'après-midi est sacrifié. Donc moi, je vais inventer quelque chose pour que la cantine soit reposante. Et comment elle a fait? Eh ben, elle a commencé à imaginer des solutions où il y avait du silence une partie du temps, où on écoutait de la musique, où on écoutait des histoires, où il y avait un adulte qui venait discuter avec des enfants. En fait, elle a changé le concept de la cantine. Et ça, c'est parti d'un constat tout bête. On revoit totalement en fait le système éducatif actuel, quoi. C'est un peu. Et en termes de cours, par exemple, est-ce qu'il y a aussi des nouvelles idées de manière d'apprendre? Comment ça se matérialise? Complètement. Donc là, dans la deuxième école, par exemple, celle de Sandra, elle réinvente tout et elle se dit, je me sens libre au gré de mes rencontres avec tel ou tel éducateur, tel ou tel pédagogue, au gré de mes lectures, je me sens libre d'essayer et de voir si ça marche avec ces enfants-là. Et sinon, j'adapte. Alors les enfants ne sont pas des cobayes, mais les enfants, quand ils sont face à une difficulté, il faut bien qu'on trouve quelque chose pour que ça marche. Et justement, c'est quoi le résultat? Les enfants, ils en pensent quoi? Là, l'exemple, par exemple, de trop de brouhaha à la cantine, on change totalement. Quel a été le retour des enfants? En fait, un bien-être beaucoup plus fort. Donc une efficacité? Une efficacité réelle. La c'est fatigue d'un structure. Là, quand même, je ne sais pas combien ils sont. Ils doivent être, je pense, presque 250, ce qui n'est pas rien. Voilà. Après, il faut qu'ils poussent les murs progressivement. C'est toujours ça le problème. Lors de ce deuxième podcast que vous venez d'évoquer, effectivement, vous parlez de Sandra, qui, en fait, elle-même a fait le constat par rapport à son fils qui est HPI. C'est bien ça? C'est ça. Elle est partie d'un constat très personnel. Et puis, finalement, elle s'est mise en mouvement. Donc, elle est corésienne. Elle est esthéticienne. Elle se dit, ça ne va pas. Je ne peux pas laisser mon fils comme ça va pas. Et donc, il y a un haut potentiel intellectuel. Voilà. Ouais. Et elle commence à réfléchir. Et puis, tout de suite, elle rencontre un maire qui, en fait, comprend. Et la soutient et dit, on va y aller. Et c'est cette rencontre avec le maire, en réalité, qui va enclencher le mécanisme. Et puis, petit à petit, en travaillant le projet, elle se rend compte qu'en fait, pourquoi le faire spécifiquement sur le HPI? Elle s'est appuyée sur un réseau qui, pour une raison X ou Y, lui a dit, c'est peut-être pas central pour nous de s'implanter là, donc évoluer de votre côté. Et du coup, elle se dit, mais en fait, j'ai le soutien du maire, j'ai le soutien de la communauté de communes, j'ai des familles qui sont là. Ce qui fait le cœur de mon approche, est-ce que ça ne ferait pas du bien aussi? Est-ce que ça ne serait pas adapté à d'autres enfants? Et du coup, elle décide d'ouvrir à tout le monde. Et donc une classe spécifique pour les hauts potentiels intellectuels? Non, en fait, elle intègre des techniques qui vont permettre d'être très adaptées à des hauts potentiels, mais en les mélangeant de manière très inclusive. C'est de l'inclusion, effectivement, pure. Ce qui est assez impressionnant, et j'imagine que ça va être le cas pour les autres podcasts, c'est que finalement, on part de ce constat terrible qui est le désaveu de l'éducation nationale, ou en tout cas un véritable problème entre ce que l'éducation nationale propose à certains élèves et pour qui ça fonctionne. Ça a fonctionné pour moi, ça peut être fonctionné pour vous, voilà. Bon. Et puis pour d'autres, ça ne marche pas. Et on a l'impression de ne pas trouver de solution. Alors, moi, je ne verrais pas les choses en termes de désaveu. En fait, on a besoin de diversité. Aujourd'hui, on veut la diversité sur tout, mais sur l'éducation, non. C'est très étrange. On a besoin de diversité. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Et donc, les écoles indépendantes, elles offrent une diversité. Elles offrent des propositions différentes, des méthodes différentes, des organisations différentes. Par exemple, il y a beaucoup d'écoles à la campagne, des écoles même dans les forêts. Vous savez, ça se développe beaucoup avec le modèle nordique. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent un ancrage sensible dans la terre, dans la boue, dans la forêt, pour compenser justement le temps qu'ils passent sur les consoles, à programmer, à jouer sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Et donc, beaucoup de familles ressentent la nécessité d'un ancrage. Et l'éducation nationale aujourd'hui, il y a quelques écoles qui se lancent là-dedans, mais c'est très minoritaire. Le fait que le président Emmanuel Macron propose justement aux établissements, aux chefs d'établissement, d'avoir plus de latitude, plus de liberté pédagogique, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Ça va dans le bon sens, mais la proportion est anecdotique. Pour changer les choses, il ne faut pas 100%. Il faut 100%. Et parce que justement, quand ces personnes en parlent, que ce soit aux maires, vous évoquiez notamment les maires, les élus, quelle est leur réponse? Est-ce qu'ils disent oui? Est-ce qu'ils sont pour? Ou est-ce qu'ils se disent mince, on est en train de me piquer des idées? Est-ce qu'ils voient une sorte de guerre qui s'installe entre il y a un accompagnement général? Ils disent oui. Ils disent oui parce que dans une commune, surtout à la campagne, avoir une école, c'est un atout de développement incroyable. Alors, après, il y a deux cas de figure. Soit il y a suffisamment d'enfants, il n'y a pas de problème. Soit il n'y a pas assez d'enfants pour faire vivre l'école publique. Et là, ils se disent soit, je ne vais rien faire parce que je ne veux pas perdre la dernière classe et fermer l'école. Au contraire, ils disent, j'anticipe. Si je veux que ma commune soit attractive, y compris pour l'école publique, il faut qu'il y ait une vraie attraction. Et l'attraction, elle va passer par un projet fort. Et donc souvent, il y a un projet culturel, il y a une coopérative bio, il y a un café solidaire, il y a des initiatives, par exemple, avec Bouge ton coq, l'association. Et puis ils se disent, je vais faire venir une école, une petite école,
Comme il y avait les écoles publiques avant, multiniveaux, avec une originalité. Par exemple, un ancrage avec des seniors qui vont faire un certain nombre d'activités, donc le côté transgénérationnel qui n'est pas assez présent dans l'école publique. Je vais faire un lien avec une entreprise locale pour les initier tôt à l'entrepreneuriat. Je vais faire un lien avec une coopérative bio parce que c'est intéressant et rien de tel que de comprendre par le repas cette dynamique environnementale. Et donc, en fait, ils ont la possibilité de créer quelque chose qui est plus riche et qui a plus de sens que juste une école. Et pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à le faire, ou peut-être pas, je sais pas, à Marseille, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, des grandes villes comme ça? Parce que là, on évoque la campagne. Ah non, mais il y en a plein. Mais par exemple, dans toutes les grandes des villes, prenons un exemple comme Paris ou Marseille, est-ce qu'il y a aussi ce même type, mais dans un autre format ou... Oui, alors bon, je vous donne un exemple d'école à Paris, l'école Diagonale. L'école Diagonale, c'est une école, il y a quasiment 1000 élèves dans le 5e arrondissement. Le matin, cours normaux, l'après-midi, soit sport à niveau, soit musique à haut niveau, soit études un peu encadrées avec tous les profs de la matinée. Ça marche super bien. C'est un modèle qui fait respirer, qui rejoint un petit peu ce qui se passe en Allemagne ou autre. Et 1000 élèves. Et qui est de très bon niveau. Mais effectivement, c'est toujours l'aspect financier qui peut poser problème pour les parents. Alors, dans les grandes villes, on a un problème qui est clairement le coût du foncier. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que la Fondation Kéros, que par ailleurs j'ai créée à l'Institut de France, s'occupe de bourses pour permettre à des enfants qui n'ont pas les moyens financiers d'aller quand même dans ces écoles s'ils sont adaptés au projet, s'ils sont motivés. Quand on voit les annonces du ministre de l'Éducation et également du président de la République qui dit à la fois qu'on va fermer des classes, fermer des écoles, quand on voit la situation de l'enseignement et des professeurs qui ne veulent plus venir enseigner, qui ne veulent plus faire carrière dans l'éducation, donc on va manquer de profs de manière très très claire, d'autres qui seront formés en 4 jours. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, qui regardez cela, ce monde-là, qui êtes dedans et à la fois qui prenez de la distance depuis maintenant toutes ces années? Eh bien, c'est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que là, on arrive un petit peu à la corde. On n'a plus de professeurs qui sont motivés. Donc, la plupart des professeurs qui viennent dans le métier ne sont pas bons. Ils sont là par défaut. S'ils pouvaient être ailleurs, vraiment, ils seraient ailleurs. Ou ils sont en train d'essayer de partir ailleurs. Donc, ça ne va pas. Il faut vraiment des gens qui aient la vocation de s'occuper des enfants et dont c'est la passion. Et bon, il y a un problème clairement financier. C'est pas qu'il faut plus de moyens pour l'éducation nationale, mais il faut payer mieux les professeurs. Ça, c'est une évidence absolue. Mais il faut aussi que les professeurs aient la liberté de faire ce qui leur semble bien. Et vous prenez juste la question des programmes, ça change tout le temps. Vous prenez les circulaires, ça pleut sans arrêt, il faut faire toutes sortes de choses qui sont supposées être très très importantes. C'est sûr que la circulation routière c'est très important, c'est sûr que la prévention aux violences intrafamiliales c'est très important, tout est très important. Le problème c'est qu'à la fin vous avez des enfants qui ne savent pas lire et écrire et qui arrivent au moment des JAPD, organisés par le ministère de la Défense, et on se rend compte que massivement ils n'arrivent pas à lire un contenu ou un programme télé. Merci beaucoup Anne Coffinier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes fondatrice du podcast Créer son école, c'est mon histoire, et fondatrice de l'association Créer son école. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier, et cette semaine, elle reçoit Katrina Patchett. Et toi, alors du coup, comment ça bascule sur le Danemark? Comment le choix se fait? Le choix s'est fait parce que mes parents, vu qu'ils avaient des contacts à l'international, ils ont contacté des gens là-bas, dans plusieurs pays d'ailleurs. Et une des meilleures amies de ma mère, qui est danoise, avait un élève à elle qui correspondait aux critères que je cherchais et vice-versa. Pour former un couple, en fait. Et voilà. Ok. Mais je suis restée 3 ans là-bas. 3 ans, et après, tu arrives quand en France? Et je suis arrivée en France en 2006. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives? Tu sais, parce que tu changes de partenaire? Alors, j'ai arrêté avec mon partenaire au Danemark. Et j'étais en Angleterre, justement, lors du plus grand compétition du monde qui existe. Et je suis allée avec mon entraîneur pour faire des essais avec des potentiels partenaires. Okay. Il apprend, mon entraîneur, à ce moment-là, qu'il y a un certain Maxime Danez qui est disponible. Et je ne savais pas qui c'était. Il était très connu, lui, à ce moment-là? Il était très connu dans le milieu, mais moi, je ne le connaissais pas personnellement. D'accord. J'avais 19 ans, il en avait 24. Et on ne savait même pas s'il était sur place. Le destin a fait qu'il était sur place. On s'est entraînés ensemble un jeudi. Tu t'en rappelles? Ah oui, je me rappelle. On a fait 3 pas de danse et je me suis dit... Non seulement que ça va être mon partenaire, mais je ferai ma carrière avec lui.
Beaucoup de 3 pas de danse. Et là, tu as 19 ans à ce moment, j'ai la chair de poule de cette histoire. Mais vraiment. Et 3 pas de danse, il me dit, à la fin, il me dit, ça te dit qu'on s'entraîne encore demain? Ouais, ok. Genre, je voulais pas montrer l'excitation. Et on s'est entraîné le lendemain, le vendredi, et le samedi, j'étais en France. Ok, ah oui, tu l'as immédiatement alors. Et après, qu'est-ce qui se passe Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard, on est devenus championnes de France ensemble. Et après, la suite de votre carrière? Il était déjà 8 fois champion de France. Lui? Ah oui. Avant moi, donc sacrée pression pour moi. Il change de partenaire. Toi, entre tes parents, ton partenaire, tu as eu beaucoup de pression, mais que tu arrives à gérer clairement. Oui, bah, c'était dur parce que Maxime, vu qu'il avait déjà un palmarès qui était... c'était une star en France dans le milieu de la danse. Vraiment. Et j'arrive, je suis plus jeune, j'ai pas le même palmarès. Et il était déjà, 8 fois champion de France. Fallait qu'on gagne, quoi. Et vous avez gagné combien de titres, à vous deux? Ah, bah, on a gagné plusieurs, oui. Après, ça a continué? Et après, ça a continué. On a fait beaucoup de compétitions à l'international et tout ça. On a obtenu des super résultats. Et après, on a fait notre carrière ensemble et on est toujours sur scène ensemble aujourd'hui. Encore maintenant? 17 ans plus tard. C'est ton ami, quoi, c'est ton frère. Ah bah c'est mon frère, c'est ma famille. Est-ce que tu avais ressenti ça aussi au moment où tu fais ces 3 pas de danse avec lui? Ça, non. Non, parce que pendant 1 an, vu que c'est quelqu'un, je l'aime, je t'aime Maxime, mais il n'est pas du tout démonstratif. Ah. Et pendant 1 an, je ne savais même pas s'il m'aimait ou pas. Et pourtant, on habitait ensemble. Mais non. Non, vraiment, je ne savais pas du tout. Finalement, à ce moment-là, vous ne partagez pas autre chose que la danse? Danser. Entraîner. On vivait ensemble. Mais ils partageaient rien? Oui, on partageait quand même des choses. Enfin, voilà, on invitait des gens à la maison et tout, mais vu qu'il n'est pas... Moi, je suis anglophone. Quand même, alors, oui. Je suis anglophone, donc on est extrêmement démonstratif. T'es expressive, ouais. Et du coup, cette mentalité était inconnue pour moi. Et j'ai seulement appris qu'il m'aimait lors d'un spectacle. Chez ma mère, d'ailleurs, en Australie. J'étais en train de me faire un changement rapide. Et je l'entends parler au micro pour meubler le temps que je me change. Il dit non seulement, Katrina, c'est la meilleure partenaire que j'ai jamais eue, mais c'est aussi ma meilleure amie. Et j'étais là, les fesses à l'air. En fait, il m'aime. Ok, bon, bah c'est cool. Toi aussi, c'était ton meilleur ami? Bah, c'est mon meilleur ami. Plus, c'est la famille. Aujourd'hui, tu es danseuse. Bon, je connais déjà la réponse, mais si tu n'avais pas été danseuse, tu te serais vue faire quel métier? La mode. Ah, tu aurais été styliste, créatrice? J'adore la mode. Je suis archi fan de la mode. C'est un peu aussi la direction que tu prends maintenant? Un peu. Bah, j'essaye de toucher à ça grâce à la visibilité que Danse avec les stars nous a donnée. Forcément, ça ouvre d'autres portes. Donc, c'est cool. Ce qui veut dire qu'on peut toucher à des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Que tu n'avais pas envisagé petite? Ouais. Pas petite, je voulais juste être la meilleure danseuse possible. C'était la seule but, quoi. Et ça fait quoi d'avoir atteint un objectif de petite fille? De se dire ça, oui, le rêve que j'avais, tac. Il y a très peu de gens, finalement, qui peuvent se dire ça. Je sais pas, en fait. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça. C'est que je me suis pas donné un choix. Je savais que j'allais être très malheureuse si je faisais pas ça comme métier. Donc, c'était ça ou ça, tout simplement. Et donc, quand tu arrives au Danemark, tu as quel âge? 17 ans? 16 ans? Tu continues les études à ce moment-là? Non. Non, t'arrêtes tout? J'ai tout arrêté. À 15 ans, j'ai arrêté mes études. J'ai fait des études d'esthétique, l'histoire 2, parce que ma mère m'a dit, si jamais la danse marche pas, au moins... Il faut que tu aies autre chose? Donc à 15 ans, j'ai fait 1 an d'études de l'esthétique. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement intrigué dans la vie, donc j'ai continué à lire, à écrire. Tu faisais ta propre éducation? Oui. Donc j'ai fait, entre guillemets, j'ai appris des langues par mes propres moyens. J'ai jamais pris un cours de danois, de français de ma vie. Enfin voilà, j'aime communiquer avec les gens, j'aime lire. Enfin voilà, je suis intriguée en fait. Mais ouais. Du coup, c'était danse. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Katrina Patchett pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
je voulais revenir aussi au travail qu'une compagnie en résidence, une compagnie spectacle vivant, une troupe d'opéra, peut mener justement avec les villes dans lesquelles elle s'implante. Ça aussi, c'est revenir aux sources du spectacle vivant même et de l'esprit de troupe. C'est être présent avec les citoyens, les citoyennes d'une ville auquel vous allez offrir un spectacle donné à voir. Tout à fait. C'est aussi penser à la forme. L'opéra est énorme, a priori énorme, mais en fait, nous, on a travaillé sur comment réduire cette forme pour aller chez les gens sans qu'il y ait des inconvénients. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de fosse d'orchestre, etc. D'aller jouer, on joue n'importe où, on joue dans des gymnases, on a essayé de réfléchir à aller vers. Et du coup, moi, en tant que metteur en scène avec les artistes, c'est aussi de se dire, on raconte notre histoire au public, on pense toujours à eux avant de penser à nous. Je pense que c'est hyper important de transmettre comme ça une émotion. Et puis ce qu'a fait Flore ce qu'on fait Fleur là dans les classes du collège de Bounois, on le fait par ailleurs nous dans la campagne avec des choses plus petites. Ouais. On a fait chanter l'année dernière des gamins sur des chansons qu'on avait harmonisées de Jean Ferrat, avec un musicien de jazz assez connu qui s'appelle Jean-Marc Padovani. On a l'année prochaine on va faire un truc autour de Léo Ferré chante les poètes pour justement apprendre aux gamins, là, aux ados à déclamer de la poésie, à la chanter, pour à la fois redécouvrir des textes, mais en même temps apprendre à être avec les autres. C'est-à-dire que finalement, la musique est un moyen aussi d'être en société. Moi, je donne toujours un exemple aussi très étonnant que les gamins sont épatés de voir. C'est que moi, j'ai un percussionniste qui joue dans l'orchestre, qui fait des timbales, baroque, qui est très précieux, etc., et qui était aussi le percussionniste de Johnny Hallyday. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de barrage, quoi. Mon premier violon de Carmen, il a un groupe de rock. Donc, c'est la porosité il y a de la porosité. Et le fait que la musique soit langue vernaculaire, quel que soit le genre qu'elle va interpréter. Rien n'empêche rien. Il n'y a pas de contact, mais c'est vrai qu'il y a la crosse qui peut faire peur. Et cette balle dont on vient de parler, effectivement. Alors, il y a la balle, oui, qui peut faire mal, mais ça, c'est plus pour le gardien. Voilà, oui, exact. Mais nous, on est assez équipés. On a des protèges tibia. Du coup, on a un gant, on a un protège-dents. D'accord. Voilà. Il faut savoir qu'il y a quand même très peu de coups, très peu d'accidents. Sur les événements internationaux, il y a très peu de coups, de mauvais coups, quoi que ce soit. D'accord. Donc c'est plutôt. Tu as le sentiment que vous vous blessez moins que dans d'autres sports où il y a plus de contact, peut-être comme le handball, le basket, exactement. Le foot. Exactement, c'est surtout des blessures musculaires en fait, comme des déchirures, comme ça, mais sinon rien de grave. Dylan, confirme. C'est un sport qui physiquement est assez intense. Il faut une forme physique particulière quand même. Donc endurance, ça va très vite. Aussi, c'est d'une intensité folle et je crois que c'est un des sports les plus complets, en tout cas pour en avoir fait longtemps et en ayant commencé jeune. C'est ultra gratifiant de voir déjà que techniquement il y a toute une technique à prendre et c'est pour ça que moi si j'avais un conseil à donner, ce serait juste de commencer le plus tôt possible. Je pense que tu seras d'accord avec moi, parce qu'une fois que la technique a été prise, d'ailleurs c'est ce qu'on apprend souvent aux très jeunes avant même de leur apprendre comment fonctionne le jeu. On leur apprend juste techniquement comment marche, parce que c'est vrai que c'est pas naturel, c'est pas inné, contrairement par exemple au hockey sur glace, où là le palais tu peux utiliser deux côtés de la crosse. C'est vraiment une technique à prendre. D'accord. Donc c'est vraiment très satisfaisant. Et en même temps, le hockey sur glace, il faut pouvoir être agile sur les patins et encore un autre. Savoir patiner. Encore un autre délire. Homère, l'Odyssée. L'Odyssée, c'est la première trace écrite que l'on a sur les sirènes. Et on est déjà à milieu de la sirène douce et innocente. Circé prévient Ulysse au sujet des sirènes. Tu rencontreras d'abord les sirènes qui charment tous les hommes qui les approchent. Mais il est perdu celui qui, par imprudence, écoute leur chant. Et jamais sa femme et ses enfants ne le reverront dans sa demeure et ne se réjouiront. Les sirènes le charment par leur chant harmonieux, assises dans une prairie autour d'un grand amas d'ossements d'hommes et de peau en putréfaction. Sympathique, hein, pas très sympathique, voilà, justement. D'ailleurs, Ulysse écoute le chant des sirènes en demandant à ses compagnons de voyage de l'attacher au mât de son bateau, avec ordre de ne le détacher qu'après avoir dépassé les sirènes. Et oui, forcément, on donne déjà d'ailleurs dans l'Antiquité des précisions sur leur aspect physique. Oui, alors il y a un peu de tout. Un corps d'oiseau avec une tête de femme. Chez Ovide, elles ont des ailes. Ça, c'est pour la sirène grecque. Mais la légende des sirènes ne s'arrête pas là, puisque dans les pays nordiques aussi, la sirène tient une place très importante. Toi, tu as le sentiment, effectivement, que la progression de l'équipe de France ou de l'équipe de Suisse, ça passe par la structuration des clubs, forcément ? Ouais, je pense que c'est un sport qui s'est bien développé ces dernières années.
Pour l'exemple de la Suisse, on est vraiment passé à un moment donné d'un sport purement amateur à un sport semi-professionnel, voire professionnel. On a des équipes qui jouent l'Europe, comme Rad-Weiss Wettingen, qui sont vraiment très très bonnes. D'accord, donc concrètement, on gagne sa vie quand on joue Alors, dans cette c'est équipe-là très compliqué, c'est vraiment... il faut toujours garder un job à côté. C'est vraiment 2-3 équipes du championnat suisse. Mais de façon générale, il y a une vraie professionnalisation de certains clubs, ne serait-ce que le club dans lequel j'ai joué, c'est le Servette Hockey Club. Il y a eu des investissements qui ont été faits, ne serait-ce que sur la préparation physique, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. C'est un sport qui tend à se développer, qui, je pense, avec un peu d'aide médiatique aussi, à l'avenir, pourrait être vraiment très attractif à regarder, parce que c'est aussi, ce qu'il faut dire, très agréable à regarder. C'est spectaculaire. Ouais, c'est ça. Même si on ne le connaît pas, c'est très satisfaisant à voir. C'est de la même façon qu'on regarde un match de foot, c'est très intense, ça va très très vite, du coup on se prête vite au jeu. Ça marche aux États-Unis ou alors ils sont toujours à fond sur leur lacrosse là? Alors aux États-Unis, ça marche beaucoup avec les filles. Voilà, il y a beaucoup d'équipes filles. Comme le foot. C'est très féminin. Aux États-Unis, voilà. D'accord. Et donc elles ont une équipe femmes très très forte. Voilà, les garçons un peu moins. Je crois qu'elles sont dans le top 10 du classement FIH. D'accord. Et les garçons, ils doivent être dans le top 30, quoi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est des autres joueurs que tu côtoies de l'équipe de France? Comment se passe leur vie au quotidien? Est-ce qu'ils sont obligés de travailler à côté de leur activité professionnelle, leur activité sportive, mais professionnelle avec l'équipe de France? Il faut avoir un job à côté? Alors, il y a quelques années, oui. D'accord. Voilà, il y a 10 ans, c'était vraiment compliqué, tout le monde devait travailler. Et de plus en plus, maintenant, en fait, tous les joueurs français partent à l'étranger, parce qu'en France, ça reste semi-professionnel, donc on ne peut pas en vivre forcément. Et en Belgique, en fait, tous les clubs belges viennent chercher les Français. Voilà, ils leur proposent des bons contrats. Des contrats pour pouvoir vivre de leur sport, de leur passion. D'accord. Ce qui leur permet de ne pas travailler à côté. Le but du jeu donc pour le championnat de France, ça va être d'essayer de garder effectivement tous les joueurs qui sont formés avec ces structures qui sont mises en place dans les différents clubs. Là aussi, c'est de ce constat-là que vous êtes parti pour créer, il y a une dizaine d'années maintenant, Méludia. Oui. Concrètement, ça fonctionne comment? Donc vous nous dites, pas forcément besoin de connaître tout le solfège pour y arriver, de lire une partition et de la déchiffrer sans aucun problème. On va plutôt se calquer sur des neurosciences, sur des émotions, pour vous inviter dans des histoires finalement musicales. Oui, en fait, si je parlais de partition il y a un instant, et avant on parlait de microprocesseurs, je vais faire une analogie un peu marrante. En fait, pour nous, une partition, c'est comme un disque dur externe. C'est-à-dire qu'il y a une information musicale sur une partition et je vais pouvoir la lire. C'est comme si j'accédais à une information qui est là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la musique, c'est un langage. C'est-à-dire que comme le français, comme l'anglais, etc., on peut entendre, parler musique, échanger en musique avec d'autres personnes. Mais c'est un langage un peu particulier. C'est pas un langage où je peux dire « Viens, apporte-moi le café ». C'est plutôt un langage qui est à la base, en effet, émotionnel, qui est sensoriel aussi. Donc, il y a plusieurs notes qui peuvent être jouées en même temps. On peut parler en même temps en musique. On peut avoir deux instruments qui parlent ensemble, ça ne fait pas un brouhaha comme dans le langage parlé. Et toute l'idée de Méludia, c'est de pouvoir aider en complément d'un cours de musique. On ne crée pas des musiciens, on ne devient pas complètement musicien avec Méludia. On travaille sur le langage musical. Ce que ça permet derrière, c'est forcément, quand on parle le langage de la musique un peu mieux, avec plus de précision, quand on comprend et quand on peut entendre et reconnaître les émotions, les sensations musicales avec plus de précision, eh bien c'est beaucoup plus facile de prendre un instrument, de devenir autonome en musique. Donc je vous raconte l'histoire de Kylian. Kylian, il a 15 ans, il vit à Dunkerque, mais l'ado est un immense fan de l'OM. Ça va? On a le droit? Non mais Kylian, OM. C'est vrai, ça fait un peu Kylian. Il aime souffrir quand même. Ouais, il aime souffrir. Mais en tout cas, voilà, avec sa famille, il est descendu à Marseille. Enfin, ils ont fait le déplacement pour aller voir un match de l'OM. Sauf qu'une fois arrivé au stade, pas de chance, il se fait voler son téléphone par un pickpocket. Un téléphone tout neuf, acheté 1 000 €. Donc ça fait mal quand même. Wow. Alors évidemment, les supporters marseillais autour le voient. Il le voit pleurer, le pauvre, ouais. il pleurait. Et à côté de lui, un autre supporter équipé d'un mégaphone qui décide de lui venir en aide et de passer une annonce. Et la suite, je vous laisse la découvrir en images. Pour la cagnotte, allez, allez! Pour la cagnotte, allez, allez! On est une famille, les gars, c'est magnifique! Voilà! Voilà! On est une famille! On est une famille, Marseille! On est une famille! Mais pas trop non plus, hein. Il a de quoi acheter 2 iPhones déjà, là, stop là! Oh, pas encore! Allez! Bravo! Je peux dire encore une fois, vous avez régalé! Bravo!
Voilà, une bonne ambiance, direct. Ouais, moi, je dis que si les supporters de l'OM veulent vraiment se souvenir des Kylian, ils peuvent contribuer au paiement du salaire de Kylian Mbappé. Je suis sûr que... Oui, je sais pas. Je suis sûr que le PSG sera ravi. Merci beaucoup. Et au fait, ils ont réussi à récolter 520 € en 3 minutes. Ah oui, on l'a pas dit. Non. Si, pas mal. Génial. Eh ben, il aura un téléphone alors. Ben voilà. Bon, super initiative, super sympa le stade, super sympa les supporters. Merci Emma. Super sympa l'OM. Super sympa l'OM. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si nombreux à suivre Guillaume Blanc, évidemment, les chroniques, tout ça, la presse. Ça y est, la presse, le journaliste. Laura. Oh là là. Aujourd'hui à la réalisation, Romain Luc, au son, c'est Héloïse Merlin, le maquillage Taï Sayad et la rédaction Emma Guessel et Agathe Delannoy. Très belle soirée à tous. Ciao.